je me fais toujours un petit moment pour remercier chaleureusement les gens qui donnent de leur temps pour venir à ce type de conférence. Je pense, et j'en suis sincèrement convaincu, que c'est aussi grâce à la qualité du plateau qu'on a ce soir. Ils sont devant, ils nous rejoindront tout à l'heure. Je vais évidemment tout de suite saluer docteur Isabelle Soubéran. On précisera tout à l'heure ses fonctions. Puis deux professeurs, François-Xavier Mahon, qu'on est habitué à voir à Bordeaux, et le professeur Andreas Bicfalfi. Je suis désolé, j'ai dit que je ne me tromperai pas sur le nom. On va le refaire tout à l'heure. Et si ça ne marche pas la deuxième fois, on me remplace. Merci à tous. La soirée va se passer sur un modèle assez simple. On va vous le préciser, c'est mieux que vous sachiez où on va. On va faire une petite introduction avec Nicolas Rem, qui est le responsable de l'information du public et de la communication de la Fondation Arc, qui va me rejoindre sous vos applaudissements pour lancer un peu cette soirée. Et on va faire une petite présentation de pourquoi cette rencontre. On aura ensuite nos 3 chercheurs. Quand je dis nos, c'est avec de la passion, parce que je crois qu'il faut effectivement être proche de ces gens-là et être attentif au travail qu'ils font, surtout qu'on a les ambitions que partage la Fondation pour nous aider tous ensemble à lutter contre cette maladie et faire en sorte, j'ai vu un chiffre qu'on a envie de partager avec vous, c'est guérir de cancer SU3, on y croit. Bah, écoutez, on a envie d'y croire avec vous très longtemps. Donc, il y aura 3 présentations de 10 minutes chacune. Je vais saluer là aussi l'effort de pédagogie de nos chercheurs qui vont faire quelque chose destiné à un public, quelles que soient vos qualités, que j'appelle grand public, de façon à ce que ce soit pédagogue et compréhensif. Après, on aura un échange avec Nicolas et ses 3 chercheurs, plus librement, on va dire, autour de cette table ronde. Et puis, on vous donnera la parole. Donc, s'il y a des questions, ça sera à ce moment-là. C'est pas que je veux pas que vous interveniez plus tôt, mais voilà, c'est bien qu'on vous définisse le programme. Et puis, on ira évidemment prolonger cette soirée autour d'un verre de l'amitié, sans alcool. C'est une volonté de la Fondation et on la partage ce soir, même dans la cité ex-mondiale du vin, puisque la cité du vin est un peu plus loin maintenant. Donc, on sera là, ce soir, la cité du sans-alcool. Nicolas, bonsoir. Je crois que le micro est là. Merci d'avoir fait confiance à Sud-Ouest pour animer cette soirée. C'est des sujets qui nous sont chers et qui sont chers à nos lecteurs, donc on est ravis de les partager. De partager ça aussi, je le disais tout à l'heure, sur une captation en direct avec nos amis de TV7. Pourquoi des rendez-vous de la recherche? Rien que les titulaires peuvent faire peur et vous l'assumez, j'aimerais bien qu'on l'explique. Oui, on l'assume parce qu'effectivement, c'est vraiment l'esprit de cette rencontre, à savoir mettre en relation, faire se rencontrer le public et les chercheurs. Notre idée avec ces rendez-vous, c'est vraiment d'apporter des réponses très concrètes, on va dire, à des grandes innovations thérapeutiques. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la recherche sur le cancer. Il y a beaucoup de mutations, beaucoup de choses qui sont explorées. Nous, on a la chance à la Fondation Arc d'être immergés toute l'année dans cet état d'esprit, en tout cas scientifique, dans tout ce foisonnement. Et donc, c'est notre rôle aussi que d'aider le public à connaître ces avancées, mais aussi à savoir les décrypter. Ce sont des sujets qui sont complexes. La recherche comme la maladie, vous l'avez dit, c'est ardu. Hein, le titre, même médecine de précision, peut interpeller. Voilà. Donc, voilà, pour nous, l'idée de ces rendez-vous, c'est vraiment de se réunir de manière très conviviale, de mettre en avant des chercheurs que nous connaissons. Pour certains, nous les soutenons. Nous avons la chance ici d'avoir 3 intervenants aujourd'hui et je les remercie aussi d'avoir accepté notre invitation. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de partir de tout ce travail que l'on peut faire dans le domaine du financement de la recherche, d'identification des projets de recherche et d'y associer le moment de partage aussi de toutes ces données. Peut-être c'est le moment de dire en quelques mots quelles sont vraiment les missions principales de la Fondation. Alors, la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer, c'est une des plus grandes organisations de lutte contre le cancer en France. Notre particularité, c'est que nous sommes 100% dédiés à la recherche sur le cancer. Donc, c'est notre activité unique. Notre métier, c'est d'identifier, de sélectionner, de financer, de mettre en œuvre des programmes de recherche dans tous les domaines de la recherche, que ce soit la prévention, le diagnostic, le traitement, la qualité de vie, et dans tous les types de recherche, de la recherche fondamentale, de la recherche clinique. Donc nous avons, je dirais, notre rôle, c'est de produire autant des connaissances que de mettre en place de nouvelles solutions thérapeutiques. C'est vraiment toute la démarche que l'on essaye de soutenir. Une des autres caractéristiques, c'est que nous sommes totalement indépendants. Nous avons une vocation nationale. Nous travaillons avec tous les grands centres français. Nous travaillons notamment beaucoup avec ici des centres qui travaillent le cancer à Bordeaux, notamment l'Institut Borgognier dont on va parler aujourd'hui. Les chercheurs qui sont là vont au moins nous en parler. Voilà, je pense. Nous avons, à titre d'exemple, sur l'année dernière, sélectionné 10 nouveaux projets de recherche sur Bordeaux. Ça représente un peu plus d'1 million d'euros
d'euros de financement de la Fondation ARC. D'où votre étape à Bordeaux ce soir. Voilà, d'où notre étape à Bordeaux ce soir, parce qu'on sait que l'on va pouvoir présenter aussi trois grands sujets, en tout cas de qualité, et on aura l'occasion d'y revenir. Un petit mot sur la Fondation ARC pour compléter sur le financement de la recherche. Nous allons chaque année, pour donner un ordre d'idée, 25 millions d'euros à la recherche sur le cancer. Donc ça représente des centaines de projets qui sont lancés chaque année ou qui vivent aussi, puisque un projet, un financement s'étale généralement sur plusieurs années. Et dernier petit point des milliers sur de donateurs. voilà, exactement. C'était le dernier point que je voulais soulever. Effectivement, tout ça représente bien sûr beaucoup d'argent parce que ce sont des investissements qui sont très importants à mettre en place. Et bien sûr, tout ça, rien pour nous de tout ça serait possible si on n'avait pas avec nous les donateurs et les testateurs qui nous font confiance. C'est le mode de financement unique de la Fondation ARC. Donc, derrière chaque projet de recherche que nous finançons, il y a des dons, des legs de personnes qui nous ont fait confiance. Merci de ces précisions. J'aimerais bien qu'on s'attache à la sémantique de l'intitulé, j'en ai parlé tout à l'heure. Déjà, est-ce que c'est du marketing pour dédramatiser ou est-ce qu'on peut affirmer que la recherche avance? Non, on peut affirmer que la recherche progresse. Il y a des résultats. On parlera tout à l'heure de projets dont certains ont déjà des résultats concrets. Si on met la recherche avant, c'est parce qu'on est effectivement très positif, très optimiste. On voit s'ouvrir des choses depuis quelques années nouvelles dans le domaine de la recherche en cancérologie, de nouveaux terrains d'innovation. Et c'est le cas notamment de la médecine de précision. La médecine de précision, le docteur Soubeyran nous présentera un peu plus en détail ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est une approche très nouvelle qui vise en fait à... Je vais juste en dire vraiment quelques mots très rapidement, mais l'idée c'est de pouvoir... Très vite, parce qu'elle va vraiment bien le développer. Je pense, voilà, c'est pour ça que je ne voudrais surtout pas faire concurrence. Peut-être nous dire en revanche en matière, puisqu'on parle de médecine de précision, de dire quelles sont vos actions spécifiques en matière de médecine de précision, vous à la Fondation, parce que ça ne sera pas le travail du chercheur. À nous, à la Fondation, alors comme je disais tout à l'heure, on essaye vraiment de financer, de couvrir tous les domaines de recherche, de la production des connaissances jusqu'aux applications cliniques. Donc on a vraiment deux priorités par rapport à la médecine de précision. La première, c'est de permettre d'identifier beaucoup plus d'anomalies moléculaires. On va parler beaucoup de ces anomalies moléculaires, de toutes ces caractéristiques moléculaires. On va parler de biomarqueurs ensemble au cours de la soirée. On va parler de thérapie ciblée, d'immunothérapie. Tout ça repose aussi sur une capacité à identifier pour chaque tumeur des caractéristiques bien précises sur lesquelles on va pouvoir intervenir, ou en tout cas soit pour personnaliser le traitement, le diagnostic, mais aussi pour envisager de nouvelles voies thérapeutiques. Et donc ça, c'est le premier axe, développer, identifier des anomalies. Et le deuxième axe, pour nous, là, il est très important, c'est celui d'accélérer l'accès des patients à ces innovations thérapeutiques. Nous avons, ces 5 dernières années, investi 16 millions d'euros dans le lancement de programmes d'essais cliniques en médecine de précision. Donc ça veut dire concrètement que ces programmes s'adressent prioritairement à des patients qui sont en situation d'échec thérapeutique et qui vont, grâce à ces programmes, avoir la possibilité d'avoir accès à des molécules innovantes, que ce soit en thérapie ciblée, en immunothérapie, qui sont les deux grands sujets dont on va parler aujourd'hui. Merci Nicolas Rem, merci beaucoup. Je vous propose de laisser votre micro et pas votre place, parce que je vais vous garder avec nous, à Isabelle Soubeyran, dont on a beaucoup parlé à l'instant, qui est responsable de l'unité de pathologie moléculaire à l'Institut Bergonié, dont on parlait aussi. Tout se rejoint, et je voudrais préciser aussi que le docteur Soubeyran ne fait pas partie des chercheurs aidés par la Fondation, et donc c'est bien qu'on l'ait aussi. Ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit et qu'on fait le point sur des dossiers qui ne sont pas forcément directement liés à notre hôte de ce soir. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir, rester debout comme vous le souhaitez. Vous avez 10 minutes pour nous présenter votre activité. Moi, j'aimerais bien qu'on donne la définition de la médecine de précision. Je vais en parler. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à venir présenter mon travail et partager avec vous ce que je fais au quotidien. Alors, attendez. Donc, je vais vous présenter... Alors, je rassure le public, on a fait en sorte qu'ils aient 3 slides ou 3 diapos, si on veut parler français chacun. Donc voilà, ils vont nous faire des débats brillants avec 3 supports. Voilà. Donc moi, je suis médecin anatomopathologiste à l'Institut Bergonié et responsable de la plateforme de génétique des tumeurs. Donc quand on parle de médecine de précision, de quoi on parle? En fait, quand on prend un groupe de patients qui présentent la même maladie, on se rend compte que ce groupe de patients, finalement, est hétérogène, tant au niveau du patient lui-même, mais également de sa maladie. La médecine de précision, c'est essayer de, justement,
trouver les différences entre ces différents patients pour pouvoir adapter le traitement au mieux et faire ce qu'on appelle un traitement personnalisé. Alors ça ne veut pas dire qu'avant on n'était pas précis dans ce qu'on faisait, mais la recherche avance et donc maintenant on est plus précis qu'autrefois. On fait vraiment du cas par cas en fonction des anomalies moléculaires de la tumeur ou des spécificités génétiques du patient. Donc vous savez que quand on découvre une tumeur chez un patient, on va faire un prélèvement tissulaire de façon à faire le diagnostic de cette tumeur. Donc c'est le diagnostic anatomopathologique classique sur lequel on va pouvoir faire une description morphologique de façon à classer la tumeur. On faisait déjà autrefois des recherches qui permettaient d'orienter le traitement, comme par exemple les recherches de récepteurs hormonaux dans le cancer du sein ou de HER2. Ce sont des choses dont vous avez entendu parler. Peut-être dire pourquoi on le faisait, au-delà du fait qu'on le faisait. À quoi, ça visait à quoi? Je vais Alors, faire une petite oui, précision. D'accord. Voilà. Donc on le faisait à la fois pour orienter le traitement, mais également pour mieux classer la tumeur, puisque ça avait des indications aussi pronostiques sur le devenir, l'agressivité de la tumeur. Mais ça permet aussi d'orienter le traitement. Et d'affiner, j'imagine. Et d'affiner le traitement vers une chimiothérapie ou une hormonothérapie ou une thérapie ciblée déjà comme l'Herceptine. Les connaissances donc, du génome tumoral, donc le génome tumoral, donc c'est les caractéristiques génétiques de la tumeur, ont permis d'identifier maintenant ce qu'on appelle des altérations moléculaires. Donc on connaît la séquence du génome normal, et ce qu'on va rechercher par ces nouvelles technologies, ce sont des différences au niveau de ce génome tumoral par rapport à du génome normal. C'est ça qu'on appelle les altérations moléculaires. Donc actuellement, ces altérations moléculaires se font par des techniques dites de séquençage nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce qu'on est passé maintenant au haut débit, c'est-à-dire qu'autrefois on recherchait anomalie par anomalie, donc ce qui était très limitant dans le nombre d'anomalies qu'on pouvait mettre en évidence, et on avait des contraintes de temps également. Maintenant, ces séquençages haut débit permettent de rechercher plusieurs milliers d'altérations au niveau de la tumeur, de façon à adapter le traitement pour rechercher des anomalies qui vont être spécifiques de la tumeur et pouvoir être ciblées par des médicaments qu'on appelle des thérapies ciblées, qui sont des petites molécules qui vont venir vraiment sur l'anomalie pour contrer en fait cette anomalie qui est responsable ou qui participe au développement de la tumeur et à son potentiel éventuellement de diffusion et de résistance au traitement. Donc on recherche à la fois des anomalies de sensibilité à certaines thérapeutiques, mais également des anomalies de résistance à d'autres thérapeutiques, de façon à permettre à l'oncologue qui prend en charge ou au médecin qui prend en charge le patient de vraiment bien orienter la thérapie. Et ça peut amener, par exemple, si je prends les tumeurs du poumon, à certains patients qui n'ont pas une anomalie spécifique qu'on recherche, à aller s'orienter plutôt vers de la chimiothérapie, tandis que les autres patients qui auront cette anomalie spécifique avec le traitement ciblé qui est bien adapté, à avoir un traitement par voie orale, donc une boîte de comprimés qu'ils peuvent prendre chez eux, et donc pas besoin de venir à l'hôpital, sauf régulièrement pour voir son oncologue et faire une visite de surveillance. Mais donc ça modifie complètement la prise en charge des patients et l'impact sur la qualité de vie et la vie au quotidien des patients. Ce n'est pas pour dénigrer les chimiothérapies qui ont encore toute leur place et qui sont très utiles pour un certain nombre de tumeurs, mais c'est pour dire que vraiment cette étude des altérations génétiques de la tumeur va permettre de mieux différencier et sélectionner les patients pour les différents types de traitements qui sont à disposition du médecin oncologue. Et puis, les choses ont encore récemment avancé, puisque maintenant, on peut rechercher un certain nombre de ces anomalies au niveau du sang périphérique. Donc, c'est des anomalies qui sont sur le génome de la tumeur, mais qui circulent dans le sang par des phénomènes de sécrétion ou simplement parce que la tumeur se nécrose et il y a des petits fragments de la tumeur qui passent dans le sang et qu'on peut aller récupérer au niveau d'un tube de plasma et refaire les mêmes types d'analyses. Juste une petite précision encore sémantique, le sang périphérique.
Le sang périphérique. Vous avez cité ça comme une évidence, ça n'est pas pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit pour toute la salle. Il faut que je définisse Oui, le un sang petit peu. périphérique. C'est quoi ce nom par rapport au sang tout court, quoi. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est simplement qu'on fait une prise de sang au niveau de l'avant-bras. Voilà. Ok. Bon, voilà. C'est vrai que c'est une expression qu'on emploie, mais qui n'est peut-être pas forcément évidente. Excusez-moi, je vais être le naïf de la soirée toute la soirée. Hein, donc. Je vois qu'il y en a qui acquiescent. Je vais faire une petite association après. Donc voilà, ça c'est déjà des choses qu'on fait au quotidien pour la prise en charge des patients. Maintenant, les domaines de recherche, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'actuellement on recherche un nombre, même si on recherche plusieurs milliers d'altérations, on recherche un certain nombre limité d'altérations. Ça s'inscrit dans le plan France Médecine Génomique 2025. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Hein, c'est le gouvernement qui a lancé ce plan pour essayer de voir l'apport en fait, du séquençage complet du génome dans le cadre du soin. Donc, au lieu d'aller rechercher un nombre limité d'altérations, on va complètement séquencer le génome de la tumeur. Et l'Institut Bergonié a été retenu pour faire partie des projets pilotes. Il y a 4 projets pilotes dans ce plan France Médecine Génomique, vous voyez, qui ne concernent pas que le cancer, puisqu'on parle aussi de maladies rares, de maladies communes comme le diabète, ou de rechercher des polymorphismes de la population générale. Et pour le cancer, l'Institut Bergonié donc, est un des 2 centres très impliqués dans cette recherche, qui va s'intéresser au cancer colorectal et au sarcome. Donc, en gros, c'est ce que vous êtes formidable. Vous êtes à 2 minutes près dans votre laps de temps. Vous êtes entraîné toute la nuit. Si vous me l'aviez dit, c'est formidable. Je vous propose, puisqu'on parlait beaucoup de l'Institut Bergonié, que vous puissiez vous installer, on continuera, que le directeur général de cet institut nous rejoigne, puisqu'il est avec nous. Et oui, bien sûr, vous pouvez l'applaudir, François-Xavier Mahon, et on applaudit en même temps notre amie Isabelle Soubéran. Vous êtes aussi professeur en hématologie, parce que quand je dis simplement directeur général, on dit ça y est, il y a un administratif, il va nous parler des financements, de la recherche, etc. Mais non, je le rappelle, vous êtes professeur en tant que tel, et en hématologie. 10 minutes aussi pour nous parler de vos travaux, qui eux sont aidés, on verra tout ça tout à l'heure dans le débat, par la Fondation ARC. Oui, donc moi je suis médecin, effectivement, et ma spécialité de départ, c'est l'hématologie. Donc on a parlé du sang, là, pour aller plus loin dans la question que vous avez posée. Le sang périphérique, en fait, c'est le sang qu'on prélève au bras et par opposition au sang qu'on a dans la moelle, puisque vous savez peut-être, et je vais vous en parler, qu'un certain nombre de cancers du sang démarrent dans la moelle. Et ce sont les leucémies. Et je vais vous dire un petit mot des leucémies parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et la maladie dont je vais vous parler est une maladie qui sert de modèle. Je vais y revenir. Juste pour vous dire aussi que ce dont je vais vous parler, ça illustre tout à fait ce qu'a dit Isabelle. Simplement, je vais prendre un exemple très précis. Et le programme médico-scientifique de l'Institut Bergonié, mais pas que de l'Institut Bergonié, en fait de tous les centres anticancéreux, je le dis de façon un peu provocatrice, et je le répète souvent, c'est de faire du cancer une maladie rare. Alors pourquoi ? Je m'explique. C'est que si on arrive à découper en sous-catégories les cancers avec le séquençage, comme l'a dit Isabelle, on va s'intéresser à des sous-catégories de maladies, comme par exemple la maladie dont je vais vous parler, la leucémie myéloïde chronique, qui en fait une maladie dont l'incidence est de 600 nouveaux cas en France par an. Donc ce n'est pas très fréquent par rapport, par exemple, à l'incidence du cancer du sein. Mais dans le cancer du sein, il y a des sous-catégories qui sont beaucoup plus rares. Je prendrai un autre exemple, ce qu'on appelle par exemple la sous-catégorie moléculaire apocrine, qui est un cancer du sein qui exprime le récepteur aux androgènes, qui a aussi une incidence de 600 ou 700 nouveaux cas en France par an. Donc tout ça pour illustrer qu'effectivement, on est aujourd'hui à la croisée des chemins avec la volonté effectivement de préciser et de classer les cancers en sous-catégories de manière à en faire des maladies rares et surtout ces maladies rares vont pouvoir avoir une thérapeutique adaptée qu'on peut appeler médecine personnalisée ou médecine ciblée ou médecine adaptée. Donc je vais avancer pour ne pas être trop long et vous me couperez si je suis trop long. Non, mais pas de souci. En fait, je remercie bien sûr la Fondation ARC qui a soutenu et qui soutient ce projet. Et c'est le titre du projet qui s'appelle « Comment augmenter le nombre de patients atteints de leucémie myéloïde chronique qui vont pouvoir arrêter leur traitement quand la maladie ne sera plus détectable ». Alors, je vais illustrer tout ça, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, la leucémie myéloïde chronique, c'est une maladie modèle
tout le monde nous envie, parce qu'en fait, on connaît l'anomalie moléculaire depuis très longtemps. C'est plutôt... L'anomalie moléculaire, elle a été découverte en 1960. À l'époque, on n'avait pas le séquençage et on regardait surtout les chromosomes. Et c'est deux chercheurs américains qui s'appelaient Noel et Hungerford, qui habitaient Philadelphie et qui ont remarqué que dans les cellules leucémiques, il y avait un chromosome qui était bizarre. Et ils l'ont appelé le chromosome Philadelphie. Et puis, on voit sur cette diapositive qu'il y a eu des progrès grâce, bien sûr, au progrès de la science. Tous les 10 ans, des progrès importants. À ce chromosome Philadelphie, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est que c'était un échange entre des chromosomes, entre le chromosome 9 et le chromosome 22, comme c'est illustré sur le petit encart bleu là, que vous avez. Donc, les chromosomes s'échangent du matériel. Donc, ça constitue le marqueur des cellules leucémiques. On ne voit ça que dans les cellules leucémiques. Puis après, avec les progrès de la biologie moléculaire, 10 ans après, en 1980, on s'est aperçu qu'il y avait un équivalent moléculaire à cette anomalie chromosomique qu'on appelle le gène BCR-ABL, donc qui n'est présent que dans les cellules leucémiques et pas dans les cellules normales. Donc ça, c'est super parce que ça permet d'avoir un marqueur. Ça permet de reconnaître, d'identifier les cellules leucémiques. Et puis, 10 ans après, on s'est aperçu que ce marqueur, ce n'était pas un épiphénomène. Ce marqueur, il est la cause de la leucémie, c'est-à-dire que c'est le moteur des cellules leucémiques. Donc ça a poussé l'industrie pharmaceutique à fabriquer des médicaments qui sont spécifiques de ces cellules. Et on a participé largement au développement de ces thérapeutiques qu'on appelle thérapeutiques ciblées, qui ont été prononcées tout à l'heure par Isabelle. Parce que ce gène, il code pour une protéine qui est spécifique des cellules leucémiques, qui a une activité tyrosine kinase. Donc vous avez cette activité dans les cellules leucémiques, vous ne l'avez pas dans les cellules normales. Donc si vous fabriquez un inhibiteur bloquant cette activité tyrosine kinase, vous avez une thérapeutique spécifique qui va bloquer les cellules leucémiques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc peut-être on peut voir la vidéo. Ouais. En fait, ici, vous avez la protéine BCR-ABL et vous avez le médicament qui rentre comme une clé dans une serrure pour venir bloquer Alors le le moteur code des cellules couleur, leucémiques. c'est le médicament, il est en... Alors, il y a plusieurs médicaments. Là, il y a un médicament bleu qui ne bouge pas, puis un autre médicament qui est rose. Là, on a pris, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs inhibiteurs de tyrosine kinase. D'accord. Donc, c'est ça que ça illustre. Mais en fait, lorsque ça rentre, ça bloque la protéine, ça empêche son activité et ça fait mourir les cellules. Voilà, donc ça, c'est un des exemples, mais un exemple très démonstratif, parce qu'aujourd'hui, cette maladie, grâce à ces médicaments, elle a une espérance de vie qui est proche de celle de la population normale. Voilà. Donc, et la question qu'on pose, nous, on a été un peu plus loin, parce qu'on avait toujours un peu d'avance. Pourquoi on avait de l'avance? Parce qu'en hématologie, on a eu toujours de l'avance. C'est pas tellement parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est simplement, on l'a illustré tout à l'heure, c'est qu'en hématologie, les cellules tumorales, elles sont dans le sang. Donc l'accès à la tumeur est plus facile. Alors que si vous avez un cancer profond du pancréas, c'est compliqué d'aller le chercher. Dans le sang, c'est facile, il suffit de faire une prise de sang. Donc on a eu accès à la tumeur très vite. Donc la recherche a progressé plus vite qu'ailleurs. Et aujourd'hui, ceux qui s'intéressent aux tumeurs solides sont en train de nous rattraper, effectivement par le fait qu'on a la biopsie liquide et l'ADN tumoral circulant. Ce qui fait qu'avoir un professeur d'hématologie à la direction d'un centre, ça a du sens aussi aujourd'hui. On n'en doutait pas, on n'a même pas posé la question. Et mon prédécesseur était aussi issu de cette discipline, donc c'est pas le hasard. On peut peut-être montrer la diapositive suivante qui illustre... C'est vous qui... Ouais, pardon, excusez-moi. Allez-y. Alors, on va montrer la diapositive suivante. C'est une très belle courbe. Ça illustre qu'il y a la recherche. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Voilà. C'est la courbe qui montre qu'on peut arrêter le traitement. Quand on a développé ces inhibiteurs de tyrosine kinase, en particulier, donc, il y a le premier s'appelle l'imatinib, pour donner le nom commercial, parce que la presse en parle, il s'appelle le Glivec. Aujourd'hui, cette molécule est génériquée. On pensait que c'était un traitement qui était à vie. Et nous, on a été les premiers, donc ça, je suis très fier, le groupe français et les Bordelais ont été les premiers à montrer qu'on pouvait arrêter le traitement. Et donc, effectivement, chez un certain nombre de patients, lorsqu'ils ont une maladie qui est indétectable ou presque indétectable, on peut arrêter le traitement. C'est ce que illustre cette courbe. Lorsque vous regardez cette courbe, en fait, vous avez deux pentes, enfin une première pente, puis après un plateau. En fait, la première pente correspond aux patients qui, malheureusement, ont une rechute moléculaire, c'est-à-dire pour lequel on était obligé de reprendre le traitement. Et puis, vous voyez, par contre, il y a un plateau, et l'axe que vous voyez en bas, c'est le temps. Il y a à peu près 40% des patients, aujourd'hui un petit peu plus, 50% des patients qui ne reprennent pas le traitement avec
une durée importante, puisque vous voyez qu'on va jusqu'à 96 mois. Aujourd'hui, même, on a des patients qui ont arrêté le traitement avec un recul de plus de 10 ans. Donc, on peut considérer qu'ils sont guéris. Ceci dit, on aimerait bien comprendre pourquoi, chez les patients qui ont une maladie indétectable, pourquoi il y a cette dichotomie. Pourquoi la moitié sont obligés de reprendre leur traitement et l'autre moitié n'est pas obligée de reprendre le traitement. Donc, en fait, c'est la question qu'on s'est posée dans ce travail de recherche. Et c'est la raison pour laquelle on cherche aussi d'autres marqueurs. Et c'est cette recherche qui a été soutenue par l'ARC. Alors, ce qu'on sait sur aussi, cette recherche, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? alors, l'état des lieux, il y a deux pistes. On a recherché des biomarqueurs pour savoir si les patients pour lesquels d'autres marqueurs, pour savoir si les patients qui étaient obligés de reprendre leur traitement n'avaient pas d'autres marqueurs qui pourraient expliquer pourquoi ils ont été obligés de reprendre le traitement. Et puis, on s'est intéressé aussi aux patients qui ne rechutent pas pour savoir s'ils n'ont pas des choses particulières. Donc, effectivement, on est en train d'analyser leur génome, mais pas que le génome. Et puis, il y a une question très fondamentale pour nous qui est, on sait très bien que les cellules les plus immatures, les cellules souches leucémiques, sont résistantes aux ITK, sont résistantes aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, on essaie aussi de mieux comprendre pourquoi ces cellules sont résistantes. Et pour ça, on utilise une technique dont vous avez entendu peut-être parler, que je vais vous montrer sur la diapositive suivante, qui est la technique CRISPR. La technique CRISPR, le CRISPR-Cas9, c'est quelque chose qui a été découvert à la fois par une chercheuse américaine et une chercheuse française, qui est en fait quelque chose d'assez extraordinaire, qui provient des bactéries, qui provient en fait du système immunitaire des bactéries, qui sont des espèces de ciseaux qui coupent l'ADN. Malheureusement, le ciseau a disparu là sur ma diapositive, qui coupe les gènes à un endroit très particulier, qui permettent d'inactiver les gènes. Et par cette technique-là, nous, on a mis en évidence, sans trop rentrer dans le détail, un certain nombre de gènes qui sont importants à la résistance des cellules souches leucémiques et qui pourraient être potentiellement d'autres cibles thérapeutiques. Parce que si on veut arrêter un peu plus de patients, il faut probablement combiner les inhibiteurs de tyrosine kinase à d'autres médicaments en devenir pour pouvoir un jour, on espère, arrêter le traitement chez tous les patients. Ceci dit, les patients qui ne peuvent pas bénéficier de l'arrêt de traitement, ils continuent à prendre un traitement. Et aujourd'hui, ils ont bien évidemment dans la globalité une espérance de vie normale. Mais en termes de qualité de vie, les médicaments, comme vous savez, ça ont des effets secondaires. En plus, ce sont des médicaments chers. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que si on veut continuer la recherche, continuer à traiter tous les patients, un médecin aujourd'hui ne peut pas ignorer les problèmes de pharmacoéconomie. Et donc la question de l'arrêt de traitement, elle pose aussi toute la problématique de la pharmacoéconomie. Et je pense que si on peut montrer qu'on peut arrêter le traitement chez un certain nombre de patients, c'est vrai que ça fait avancer les choses parce que ça permet aussi de se dire que on va pouvoir utiliser cet argent qui est utilisé à tort pour des patients à qui on pourrait arrêter le traitement pour d'autres recherches ou d'autres traitements. Donc, c'est une question fondamentale. On en parlera tout à l'heure quand vous serez là tous les quatre. Voilà. Donc, voilà très rapidement le programme dans lequel on s'inscrit. Encore une fois, c'est un très beau modèle. Et aujourd'hui, ce modèle commence à se décliner sur un certain nombre de tumeurs. Isabelle l'a dit, certaines tumeurs rares du poumon peuvent bénéficier aussi de thérapeutiques ciblées de ce type, mais pas que. Et notre but, évidemment, c'est d'étendre toute cette stratégie à l'ensemble des cancers. Bien sûr, c'est un vœu un peu utopique et pieux, mais ce en quoi on travaille tous les jours. On a envie de le partager avec vous, en tout cas, et merci pour cette brillante démonstration. Je vais être peut-être moins brillant, mais vous pouvez l'applaudir, évidemment, pour accueillir Andreas Bigfalvi, et il va nous dire exactement comment je prononce mal son nom. En tout cas, il est médecin scientifique, professeur de biologie cellulaire moléculaire à l'Université de Bordeaux. Hongrois, germano-hongrois, comment je vous présente? Oui, les deux. Enfin, les deux, hein, c'est ça, oui. Ça, je suis né en Hongrie, j'ai grandi en Allemagne. Puis après, je suis venu en France pour faire les études, etc. Et voilà. Je travaille en France, voilà. Bien. Donc, je suis devenu français aussi. Ah, bon. Entre-temps, donc je suis... Vous avez 3 passeports, en fait, comme les agents secrets. Non, j'ai 2 passeports. Donc j'ai 2 passeports. En tout cas, vous avez beaucoup de talent et de qualité, puisque vous allez nous parler maintenant de cette unité mixte de recherche 1029. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Alors, ce n'est pas avec ces visuels-là, mais vous allez nous faire la suite. Ouais, on va commencer. On va commencer. Voilà. Et ensuite, voilà. Et on va parler des tumeurs du cerveau. Exactement. Voilà. Donc ce que je voulais dire au début, donc au départ, c'est donc je dirige une unité INSERM qui travaille essentiellement sur les interactions entre la tumeur et son environnement. Parce que dans un environnement tumoral, vous avez les vaisseaux sanguins, vous avez les cellules inflammatoires, vous avez ce qu'on appelle un stroma. Et donc, entre tout ça, il y a des interactions très intenses. Et finalement,
ces interactions gouvernent aussi la croissance de la tumeur. Donc, ça, c'est un aspect très intéressant. Et il y a des chercheurs, au départ, on a cru que le cancer, c'est essentiellement une maladie génétique, c'est-à-dire ça se passe uniquement au sein de la cellule. Donc, il y a une transformation. C'est la grande ère des oncogènes qui, justement, cette période, justement, voulait que le cancer est finalement uniquement un produit de la cellule cancéreuse. Or, c'est faux. C'est archi faux. L'environnement est critique parce que l'environnement active un certain nombre de gènes. Il y a des interactions, il y a des échappements et la résistance. Donc, l'interaction avec l'environnement est vraiment extrêmement importante. Pour refaire l'histoire, c'est juste pour le dater, c'est faux. Enfin, on dit que c'est faux depuis combien de temps? C'est faux depuis à peu près 20 ans. 20 ans. Mais, et on a dit ça pendant quelques années quand même. On a dit ça, oui. Donc très, Ouais. c'est en fin de compte le dogme. Non, mais c'est important de le dire, non pas pour être Qui était critique, très mais pour dire que longtemps- toute la recherche que vous menez nous fait Ouais. évoluer, innover et fait changer ses regards et surtout les traitements. C'est ça qui est important. Donc nous, au sein de mon unité, on travaille sur 2 types de tumeurs. C'est-à-dire donc les tumeurs du cerveau, qui sont pour nous le prototype des tumeurs du cerveau, sont les gliomes, et aussi le rein. On travaille sur le cancer du rein. Mais ce soir, je vais vous parler uniquement donc, des tumeurs pour lesquelles j'ai le soutien de l'ARC et qui sont les gliomes. Donc quand on regarde un petit peu les tumeurs cérébrales, dans les tumeurs cérébrales, il y a 2 groupes. Il y a des tumeurs cérébrales qui sont primitives et secondaires, en fin de compte. On peut appeler ça les TCP et les TCS, donc une abréviation. Et dans les tumeurs cérébrales primitives, il y a un groupe donc, qui est prédominant, qui sont les gliomes. Et dans les gliomes, vous avez finalement 2 grands groupes de gliomes, parce que donc, le cerveau, c'est un organe noble, donc il faut qu'il ait aussi ses sous-types, etc. Donc, étant donné que c'est un organe noble. Donc, il y a les gliomes de haut grade, qui sont finalement les glioblastomes. On les appelle glioblastomes. Et ces gliomes de haut grade, évidemment, ils arrivent généralement donc chez des personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont, donc, eux, une évolution rapide. Une évolution extrêmement rapide. Et par exemple, la survie à 2 ans environ est que 30%. Donc c'est une tumeur qui est extrêmement agressive et létale. Après, il y a les gliomes de bas grade. Donc les gliomes de bas grade arrivent chez des personnes un peu plus jeunes et qui ont une survie qui est finalement meilleure. Et maintenant, avec les traitements actuels qu'on a, ça peut aller jusqu'à 12, voire 13 ou 16 ans. Et si le traitement est vraiment bien appliqué. Juste, c'est pas pour se faire peur, c'est pour avoir une précision par rapport à ce que vous avez appelé les gliomes de haut grade et la rapidité avec laquelle la maladie, malheureusement, pouvait vaincre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ça. C'est-à-dire, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est essentiellement, il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie qui est faite. Et la chirurgie, au niveau des techniques chirurgicales, ça s'améliore quand même un peu. Donc, il y a des patients qui ont une survie un petit peu meilleure. Donc, la technique chirurgicale, par exemple, c'est la résection étendue. Et pour faire la résection étendue d'une tumeur cérébrale, il faut avoir une infrastructure qui est assez conséquente. C'est-à-dire là, on Il faut parle avoir un d'équipement. IRM, Voilà, il faut un ok. IRM dans le bloc opératoire. IRM, il faut avoir ce qu'on appelle wake surgery, c'est-à-dire les gens doivent être éveillés pour la chirurgie, pour qu'on voit exactement les zones qu'on découpe, parce que si le chirurgien découpe trop profondément, à ce moment-là, évidemment, il y a des problèmes, etc. Donc, il y a une amélioration, mais l'amélioration est quand même actuellement encore insuffisante. On entend. Donc, voilà. Donc, après, c'est ces 2 groupes. Et après, évidemment, il y a des tumeurs cérébrales secondaires. Et ces tumeurs proviennent essentiellement des tumeurs solides qui existent un peu partout dans le corps. Cancer du sein, cancer du poumon, lymphome, etc. Et donc, c'est des lésions, comme vous voyez sur cette diapositive, qui sont extrêmement précis souvent, ronds. Et donc là, sur cette IRM, on voit juste une seule, mais il peut y avoir 2, 3, voire plus.
mais qui sont très, très circonscrits. Quand on compare par rapport au gliome, un gliome est toujours plus diffus et plus infiltratif. Dans ces familles, si je puis me dire, résumer ça de façon un peu caricaturale, vous, aujourd'hui, vos efforts en matière de recherche, ils portent sur quoi? C'est sur les gliomes de haut grade et de bas grade. Très bien. Et ça, je vais vous expliquer maintenant. C'est pour ça. On y va. Voilà. Donc, les glioblastomes, donc ça, c'est les gliomes de haut grade. La grande problématique de ces tumeurs, c'est qu'ils ont donc une croissance rapide et surtout, ils ont un comportement qui est infiltratif. C'est-à-dire, vous avez une masse qui devient dense, qui grossit et qui comprime le reste du cerveau, mais vous avez aussi des cellules tumorales et des franges de tumeurs qui migrent très loin dans le cerveau sain. Vous avez, par exemple, sur cette diapositive que vous voyez, vous avez une tumeur expérimentale chez la souris dans laquelle vous avez greffé une tumeur humaine, un glioblastome humain. Donc, le glioblastome humain était injecté dans le cerveau de la souris et vous voyez très bien que vous avez des zones centraux qui sont denses et on appelle ces zones-là aussi zones angiogéniques. Angiogénique, ça veut dire qu'il y a des vaisseaux. Il y a une concentration de vaisseaux qui est importante. Donc, cette interaction dans le cœur de la tumeur est importante. Mais après, vous avez des franges qui sont des franges donc, invasives, qui sont infiltratives. Et c'est là, évidemment, pose problème quand on est un chirurgien. Souvent, on prélève le corps de la tumeur, mais les franges restent. Et donc, il y a une reprise automatiquement. Donc, nous, notre problème, c'est réellement étudier sur le plan stricto sensu la façon de laquelle donc, cette tumeur croît et surtout la façon de laquelle il y a ces franges invasives qui sont présentes, qui sont actives. Donc, on fait du genomic profiling. On regarde exactement les signatures de gènes dans le corps de la tumeur et dans les franges invasives. On isole ces gènes, donc on étudie les réseaux au niveau protéomique, etc. Et on essaye de voir exactement une régulation qui se passe plutôt dans le centre de la tumeur ou sur les franges invasives. Donc c'est tout un projet. Et le projet, évidemment, est soutenu en partie par l'ARC. Bon, c'est un des premiers projets. Voilà. Maintenant, on arrive sur les gliomes de bas grade. Donc, les gliomes de bas grade sont des tumeurs qui sont extrêmement infiltratives, qui ont donc une évolution lente. Et quand je dis absence d'une angiogénèse prononcée, ça veut dire qu'il y a très peu de vaisseaux qui sont néoformés, c'est-à-dire qui sont formés par la tumeur. Parce que normalement, une tumeur, un glioblastome, va produire des substances qui sont sécrétées dans l'environnement et qui vont faire que ces vaisseaux donc, croissent, poussent et vont envahir. Dans le gliome de bas grade, ce n'est pas du tout le cas. Dans le gliome de bas grade, c'est les vaisseaux préexistants qui sont pris. C'est-à-dire, le gliome de bas grade, il utilise ce qu'il existe. Donc, il ne crée pas son micro-environnement. Donc, actuellement, le gros problème, évidemment, il y a la chirurgie, la radio, la chimiothérapie, qui ont un petit peu amélioré les choses, surtout Quand avec... vous dites un petit peu, c'est qu'on est quand même encore dans des marges de progression fortes. Donc, c'est quand même de 6 ans à peu près donc 11 ans, 12, voire plus. Donc, il y a quand même une amélioration, mais d'une façon inéluctable. Le gliome de bas grade va évoluer vers un gliome de haut grade. D'accord ? Donc, c'est vraiment inéluctable. Et donc, quel qu'il soit, hein, on est d'accord. Là, on est en train de faire la définition. Il va de toute façon muter, il va évoluer. Mais le phénotype histologique et le phénotype génomique est très différent donc, du glioblastome primaire. Vous avez le glioblastome primaire, vous avez une famille de gènes qui n'est pas altérée, qui s'appelle les IDH1 et 2. Donc, c'est des noms barbares. On va vous perdre. Voilà. Enfin, nous, on va vous perdre. C'est des gènes, mais dans le gliome de bas grade, justement, ces gènes sont altérés et mutés. Donc la grande différence, c'est entre ces deux groupes-là, vous avez les IDH1
sauvages et les IDH1 qui sont mutés. Et dans le bas grade, c'est surtout ceux-là qui sont présents. Et nous avons le problème suivant, qu'il y a quand même des patients qui ont une évolution extrêmement rapide. On ne sait pas exactement pourquoi. Donc on a constitué un réseau européen incluant des biologistes, médecins, bioinformaticiens, biostatisticiens, etc., et qui travaille justement sur ça pour isoler, finalement, pour déterminer, en fin du compte, les raisons pour lesquelles ces patients évoluent rapidement et échappent. Et donc, on va élaborer donc, des algorithmes de prédiction, etc. Donc, c'est un projet qui commence le 1er avril. Et ce n'est pas une plaisanterie. C'est bien. Quand il y a encore de l'humour dans la recherche, moi, ça me va. Donc voilà, c'est ça le projet sur lequel on travaille et je remercie énormément donc, la Fondation ARC pour le soutien qui nous soutient. Et nous, on vous remercie tous les trois et on vous applaudit à nouveau pour l'effort de pédagogie que vous avez fait. Je pense que c'est assez naturel chez vous, mais que c'était pas mal ce soir. Si vous voulez bien passer le micro à Nicolas, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, Nicolas. On vient en 30 minutes, parce qu'ils ont en plus respecté les délais, ils sont formidables, nos chercheurs, de nous montrer un champ de recherche totalement phénoménal. Et moi, je voudrais savoir, quand on s'appelle la fondation qui est la vôtre, comment on décide d'aider un projet ou pas. Parce que j'ai envie de dire, mais pourquoi on n'aide pas tout le monde? Alors j'ai une réponse, c'est économique. Oui. Mais comment on choisit? C'est bien que vous posiez la question parce que c'est très important je préfère la réponse. à souligner parce que c'est ce qu'on appelle l'expertise. Et donc, c'est tout le travail justement que l'on est capable de mener à la Fondation ARC. On a plus de 120 experts bénévoles, donc des chercheurs principalement français, mais aussi internationaux lorsque c'est nécessaire, qui vont en fait nous aider à identifier, analyser, puis sélectionner les projets qu'ils jugent les plus prometteurs. Et tout ce travail-là se fait effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, en toute indépendance. Et deuxième chose que je voudrais dire aussi par rapport à ça, donc là, c'est vrai que je suis très fier d'assister à ces présentations parce qu'on voit des choses déjà qui sont très concrètes. Hein, je l'avais dit tout à l'heure, la recherche avance. Il y a une dimension dans la médecine de précision qui est très concrète. Et donc, moi, je pense que là, on perçoit quand même le niveau de qualité de ces projets. Dans le dernier projet que nous a présenté M. Bigfalvi, on voit un programme, un partenariat européen. Donc, typiquement, il y a de plus en plus dans la médecine de précision, de recherche. Qu'il incarne à lui tout seul, en plus. En plus, tout à fait. Qui se font en croisant de nombreuses expertises à travers, notamment au niveau européen, bien sûr. Ça peut être au niveau français aussi. Mais voilà, ce travail-là, en partenariat, par exemple là au niveau européen, en France, avec Unicancer, avec qui notamment on travaille beaucoup dans tout le domaine de la médecine de précision. Voilà, c'est quelque chose qui est important à souligner parce que c'est vraiment un travail transverse. Voilà. François-Xavier Mahon, professeur et directeur général de Bergonié, si vous voulez bien me répondre sur une question. On vient de voir un champ là, de compétences qui est largement représenté ce soir au sein de l'Institut Bergonié. Est-ce qu'on est aujourd'hui, puisqu'on dit la recherche avance, on a bien entendu, puis j'ai entendu votre phrase, j'ai bien aimé aussi faire du cancer une maladie rare, donc on est dans une note qui se veut optimiste, mais on ne peut pas non plus être dans la béatitude. Aujourd'hui, sommes-nous à égalité dans la recherche selon les cancers, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns où on est vraiment très en retard par rapport à d'autres? Vous avez dit que par exemple dans votre spécialité, on avait de l'avance parce que des années 60, on avait découvert certaines clés. Où est-ce qu'on est très en retard et où est-ce qu'on est plutôt en avance? Il y a une inégalité, je ne dirais pas qu'on est en avance ou en retard, il y a une inégalité, je veux dire, dans les différents types de tumeurs, malheureusement. C'est illustré par ce que je disais tout à l'heure, mais là, l'exemple typique, là, les glioblastomes, effectivement, l'accès à la tumeur est compliqué. Ouvrir le cerveau, c'est compliqué. Biopsier la tumeur, c'est compliqué. Donc c'est plus facile, par exemple, de biopsier une tumeur de la peau que quelque chose qui est derrière l'œil ou dans le cerveau. Voilà. Donc déjà là-dessus, il y a une inégalité. De toute façon, moi, je dis toujours que le cancer, c'est la pire des injustices, et c'est la pire des injustices aussi dans la variabilité biologique auquelle on est confronté tous les jours. Et ça illustre cette variabilité biologique. Et la variabilité biologique, elle est source d'injustice. Et elle est source d'injustice aussi dans les tumeurs. Il y a des tumeurs qui sont agressives, d'autres qui sont moins agressives. Ça, on a bien entendu, là. Et des tumeurs pour lesquelles on a des traitements, des tumeurs pour lesquelles, pour le moment, on n'a pas beaucoup de traitements. C'est sûr qu'un cancer du pancréas qui vient de cellules qui sont très résistantes sont des tumeurs pour lesquelles il faut qu'on fasse vraiment des progrès pour avancer. Malheureusement, on le sait, ça. Oui. Les leucémies de l'enfant, heureusement, ont fait énormément de progrès. Mais bon, aujourd'hui, on est dans un nouveau champ thérapeutique. C'est vrai que l'arrivée de l'immunothérapie, enfin, je vais dire, apporte un espoir non négligeable.
Peut-être le redéfinir, ce que cet apport, qu'est-ce que ça change justement au rapport à la maladie et la façon dont on va la traiter? Je pense que surtout, c'est que pendant des années, on a abordé la chose de façon probablement inadéquate, mais on ne le savait pas. C'est-à-dire qu'on pensait que pour traiter le cancer par l'immunothérapie, il fallait stimuler le système immunitaire. Donc on a stimulé avec de l'interféron, avec de l'interleukine 2, enfin des molécules qui sont capables de stimuler le système immunitaire. On n'avait pas beaucoup de résultats. Et en fait, grâce à la recherche, on a montré que les cellules tumorales expriment souvent une espèce de leurre qui empêche qu'elles soient reconnues par le système immunitaire. Et si vous bloquez ce leurre, c'est-à-dire si vous bloquez cette relation particulière qui est entre lymphocyte c'est une cellule du système immunitaire, et la cellule tumorale exprimant ce leurre qui bloque la reconnaissance par le lymphocyte, si vous bloquez ça, à ce moment-là, la cellule tumorale est enfin reconnue par le système immunitaire, et à ce moment-là, on devient donc sensible au système immunitaire, et donc on peut éliminer les tumeurs. Ça, c'est une révolution incroyable. C'est pour ça que je voulais qu'on la précise. Et c'est, je pense, que très important. Et surtout, ça a donné un petit contre-pied par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était parti dans les thérapeutiques ciblées, spécifiques, pour une tumeur bien précise. Mais comme l'immunothérapie, ça marche aussi de façon, on va dire, transversale, pas pour toutes les tumeurs, mais pour quand même un grand nombre de tumeurs. Ça permet aussi d'avoir des traitements généralistes. Et je pense que l'avenir, ça va être de combiner tous ces traitements. Et quand on dit l'avenir, puisque je voulais poser une question à votre consoeur tout à l'heure, mais je vais la poser tout de suite. Tout à l'heure, vous avez parlé d'innovation, de nouvelles générations, etc. C'est quoi la durée d'une innovation et d'une nouvelle génération dans la recherche? C'est en nombre de semaines, en nombre de mois, d'années, ou ça dépend de la recherche? On a l'impression que tout se succède très vite. On vient de faire le point avec encore le professeur à l'instant. Il y a des choses qu'on disait il y a 20 ans qui ne se disent plus du tout parce qu'on a changé totalement notre regard. Combien de temps ça dure? Ce que vous dites aujourd'hui aux patients, aux gens qui nous écoutent ce soir, c'est vrai combien de temps? Bon, on ne peut pas faire de généralité, mais c'est vrai que la recherche s'accélère énormément. Mais c'est à la fois positif et puis on s'interroge, on se dit, voilà. À la fois au niveau technologique, parce que j'ai parlé tout à l'heure de séquençage nouvelle génération. C'est pour ça que je voulais qu'on y revienne. Voilà, des techniques dont on ne dispose pas dans les labos des hôpitaux jusqu'à assez récemment. Ouais. Et à la fois au niveau des connaissances et des thérapies qui sont associées à ces nouvelles connaissances. Parce que si vous mettez en évidence une nouvelle anomalie, mais que derrière, vous n'avez rien à proposer aux patients, l'intérêt est limité. Or, c'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau des laboratoires pharmaceutiques qui développent de plus en plus rapidement des inhibiteurs. Ils disposent aussi de moyens de recherche pour évaluer rapidement l'efficacité de ces inhibiteurs. Et ça passe de plus en plus vite en routine du soin commun des patients. Sur justement cette évolution et cette accélération de la recherche, j'ai bien entendu qu'on avait des espoirs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites on va combiner les différents traitements, est-ce qu'on sait le dater? Est-ce qu'on se dit, voilà, à échéance 5 ans, 4 ans, ou est-ce que justement on ne sait pas le faire parce que les évolutions sont ce qu'elles sont et qu'on ne sait pas les dater? Ou est-ce qu'on peut se fixer des échéances pour dire, voilà, dans 4-5 ans, on sera prêt sur ça et ça? Non, mais c'est difficile toujours de lire dans la boule de cristal, mais j'aimerais revenir quand même sur ce que vous disiez, sur ce que disait Isabelle. Je crois qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut, puisqu'aujourd'hui on est avec le public, qu'il faut peut-être remettre à sa juste valeur. Isabelle a cité l'industrie pharmaceutique. Parfois, on les considère comme des gens pas très bien, surtout voulant faire de l'argent. Je crois qu'il faut un peu redorer le blason de l'industrie pharmaceutique. Ils ont développé ces dernières années beaucoup de traitements contre le cancer, à juste titre. Et ça a été fait dans un contexte assez circonstanciel qui était intéressant, puisque c'était au moment du plan cancer, des premiers plans cancer. Je vous rappelle que le plan cancer, c'était quand même une volonté politique. Décidé par Jacques Chirac au début, qui a été décidé par Jacques Chirac, justement, et que à ce moment-là, au moment du plan cancer, qui était une décision politique et finalement académique, en même temps, l'industrie pharmaceutique avait pris un virage à 180 degrés et décidé de développer des molécules contre le cancer. C'est la raison pour laquelle elle ne développe plus beaucoup d'antibiotiques. Et que nos petits camarades qui s'intéressent à la microbiologie et aux maladies infectieuses en ont, par contre, eux, pas bénéficié, mais aujourd'hui râlent un petit peu parce qu'il y a moins d'antibiotiques qu'autrefois. Donc ça pose d'autres problèmes. Mais l'argent de l'industrie pharmaceutique a été vraiment mis fortement dans le cancer, dans un contexte qui était favorable. Et ça, je pense que ça a été source d'accélération. Alors, justement, le lien avec les chercheurs que vous êtes et cette industrie pharmaceutique, cette réponse pharmaceutique, on a du mal, nous, le grand public, à voir comment ça se passe. C'est-à-dire à quel moment un labo privé, un labo pharmaceutique, se dit, tiens, ce qu'est en train de faire le chercheur, là, ça m'intéresse, je vais le transformer en thérapie, comment je bosse? Vous pouvez nous
décrypter ça, à quel moment le lien se crée, comment ça échange, etc. C'est-à-dire comment un médicament naît, qu'on en parlait tout à l'heure avec le docteur Soubeyran par exemple, comment un médicament va naître d'une découverte, quand on va être dans les choses qui vont être plus précises au cas par cas. Autrefois, quand ils n'avaient pas décidé d'investir, ça venait très en amont de laboratoires, on va dire, académiques, comme celui d'Andreas, par exemple, où les chercheurs, dans leur coin, trouvaient des molécules qui avaient une certaine activité contre les cellules tumorales. Aujourd'hui, eux, les industriels, ils ont mis en place des secteurs de recherche et développement où eux-mêmes développent les molécules. Donc, c'est eux qui les développent parce que ça coûte très cher. Et par contre, ils viennent nous voir au moment où il va falloir quand même tester ces molécules chez l'homme. Donc, la force de la recherche en France, elle est aussi sur sa recherche clinique. Elle est très bien organisée au niveau de la recherche clinique, et en particulier dans les centres anticancéreux. Je ne dis pas ça parce que je dirige un centre anticancéreux, mais aussi dans les hôpitaux, heureusement. Mais l'organisation française est quand même si elle est compliquée, elle est quand même très bénéfique à ce type de recherche clinique. Et aujourd'hui, on a la chance, dans une organisation et une législation qui est relativement stricte, de pouvoir proposer des molécules pour la première fois chez l'homme dans des situations un peu difficiles pour lesquelles on n'avait pas d'autre traitement. Docteur Gufalfi, vous êtes sur un programme européen. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme sur la recherche en France et le travail qui est fait en France, ou est-ce qu'on a des pays un peu modèles, ou est-ce qu'on est aujourd'hui, on peut se flatter de dire on est bien soigné en France, on a des réponses et au moins ça bosse? C'est-à-dire, il faut dire, en fin de compte, il faut voir deux choses. Il faut voir, donc, au départ, la recherche en elle-même, c'est-à-dire sur les concepts, etc. Donc, au niveau des concepts, la recherche française avance. Donc, il y a quand même plein d'institutions, plein d'unités, etc., au niveau conceptuel et au niveau basique, qui vraiment font des très bonnes choses, qui sont d'ailleurs aussi soutenues par l'ARC, qui font sur ces groupes de chercheurs vraiment un gros investissement. Maintenant, au niveau translationnel, évidemment, on est peut-être un peu moins bon, quoi. Alors, ça veut dire quoi sur les questions? Il faut dire un peu plus concrètement, parce que je crois que le public il a envie de savoir sur quoi on pourrait progresser, si on peut l'encourager, si le citoyen qui est là, j'ai dit que c'était œuvre de citoyenneté d'être un débat comme ça ce soir. Le message à faire passer, c'est quoi? C'est de dire qui ne sait, qui n'est pas forcément au rendez-vous en ce moment, qui nous manque. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir c'est au niveau interaction, essentiellement articulation entre la recherche académique et industrielle qui doit être améliorée. C'est un petit peu le point encore, par exemple, aux États-Unis, c'est plus facile. Alors, j'avais une question aux États-Unis, mais avant, je voudrais que, si Nicolas veut bien prendre un micro, il nous dise effectivement quel est votre rôle, la Fondation, par rapport à ça, entre le lien, justement, entre, peut-être, c'est vous qui allez nous le dire, entre la recherche et les labos. Alors nous, là-dessus, je dirais, on sélectionne des projets qui sont de la recherche publique. Voilà. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, on travaille de plus en plus dans le cadre de grands partenariats. Il y a un exemple dont on n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais c'est la recherche pédiatrique, la recherche sur le cancer des enfants. La Fondation ARC a participé avec d'autres grandes organisations, et notamment des laboratoires pharmaceutiques, à la mise en place quand même du premier essai clinique de phase précoce en médecine de précision. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour des enfants qui sont en échec thérapeutique d'accéder à des thérapies innovantes. C'est absolument unique dans la mesure où l'accès à la recherche clinique pour les enfants est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue de l'organisation, mais aussi tout simplement d'un point de vue clinique. Donc ça, c'est un point très important à souligner. Il y avait autre chose sur lequel je voulais dire par rapport à l'atout français. On a un atout, une chance extraordinaire en France, sont les plateformes de génétique moléculaire. Donc c'est des plateformes qui sont gérées, qui sont coordonnées. Joignez votre public en fait. Voilà, tout à fait. Qui sont coordonnées par l'Institut national du cancer et qui permettent en fait. Rappelez-nous ce que c'est, à quoi ça sert. L'objectif de ces plateformes, c'est de donner accès à des tests qui vont permettre d'identifier chez des patients la présence ou l'absence de caractéristiques moléculaires, des caractéristiques dont on parle tout à l'heure et qui sont au cœur vraiment de la médecine de précision. Et lorsque ces caractéristiques sont identifiées, eh bien, elles ouvrent la possibilité d'accéder à des thérapies ciblées. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans le domaine de l'accélération et c'est une caractéristique assez unique, quand même un atout pour nous, quoi. Au-delà de vos deux bras levés, Isabelle Soubeyran, c'est le docteur que vous êtes, qu'on vous a connu un peu réservé, là, je sais pas, il y avait un éclat dans vos yeux. Non, pourquoi c'est important de parler de ça? Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail au quotidien, beaucoup d'investissement pour toujours être up-to-date dans l'innovation et de voir que on est reconnu pour ce travail qui est parfois un peu ingrat, ça fait plaisir. Au-delà de la recherche fondamentale, je crois que c'est important aussi de pouvoir ensuite offrir aux patients l'accès à toutes ces innovations.
Et donc, c'est notre rôle. Alors justement, sur l'accès aux innovations, quand on est le patient lambda que je peux être, ou que je peux représenter, en tout cas je vais essayer, on s'inquiète tous de se dire qu'ils vont nous trouver demain une super thérapie, mais qui va coûter très cher et qu'on ne pourra pas se financer. Il faudra. Alors, je vous dis ça parce qu'on sait qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a polémique là-dessus sur l'accès aux soins. C'est pas nouveau, mais ça continue, mais surtout sur des traitements hors de prix que certains peuvent s'offrir et d'autres pas. Quand je dis s'offrir, c'est en profiter. Est-ce qu'on a ça à craindre aujourd'hui, ou est-ce que le travail qui est fait par les labos, qui est salué à l'instant par le directeur de Bergonié, est plutôt rassurant, ou est-ce que malheureusement, on va avoir aussi une inégalité, après avoir une inégalité face à la maladie, est-ce qu'on a une inégalité face aux soins et à l'accès aux soins? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, allez-y. Oui, il y a peut-être un aspect intéressant. Il y a le traitement hépatite C, vous avez vu, qui est vraiment extrêmement efficace et qui était très coûteux au début. Bon, ça coûtait à peu près 100 000 euros au départ, et maintenant les prix chutent et chutent et chutent et chutent. Donc, on peut espérer que aussi pour les traitements au niveau cancer, aussi ces traitements-là qui au départ sont vraiment très coûteux, après les prix ils vont aussi chuter. Oui, mais pour qu'ils chutent, il faut qu'il se passe quoi? C'est ça la question. Pour le rendre C'est une accessible. question très importante, parce que si, je pense qu'elle est primordiale. Si on va jusqu'au bout de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on donne des thérapeutiques très spécifiques pour les tumeurs qui sont rares, automatiquement ces thérapeutiques spécifiques, puisque les laboratoires veulent avoir un retour sur investissement, elles sont coûteuses. Donc tout le problème des agences de santé et la discussion qu'ils peuvent avoir avec les industriels pour pouvoir donner un prix du médicament qui soit le plus juste possible par rapport, eux, à la recherche qu'ils ont mis dedans et nous, à notre système de santé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de molécules efficaces avec des prix qui sont coûteux. Donc c'est vrai que la question du financement est une question très importante. Du coup, poser la question de l'arrêt du traitement dans certaines conditions, ça a du sens. Ce que vous faisiez tout à l'heure. Oui. Je crois que, heureusement, l'Institut national du cancer aussi pousse beaucoup pour qu'on fasse des études de pharmacoéconomie. Et les médecins sont très impliqués aujourd'hui dans la pharmacoéconomie, de manière à justement pouvoir adapter très précisément ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter pour les patients. Donc on a une législation un peu compliquée autour de ça, mais je pense qu'on est encore dans un luxe, et ce luxe, il faut quand même pouvoir le maintenir. Nous, on a la chance en France d'avoir un système qui fonctionne. Moi, je pense plutôt aux pays qui sont moins riches que nous et qui n'ont pas la chance d'avoir des molécules que nous avons. Moi, j'ai été sollicité plusieurs fois par les pays africains. C'est vrai que c'est compliqué pour eux de traiter des leucémies dans ces conditions-là. Quelle est la part des génériques dans le traitement du cancer aujourd'hui? Enfin, avec les thérapeutiques nouvelles, il y en a peu. Très peu. Il y en a peu. Effectivement, je citais tout à l'heure le Glivec, qui était la première thérapeutique. Bon, il y a les génériques, puis il y a, vous savez, aussi ce qu'on appelle les biosimilaires. Alors, c'est quoi un biosimilaire? En fait, en dehors des cancers qu'on prend par la bouche sous forme de comprimés, il y a beaucoup de ces traitements qu'on prend par la bouche, il y a beaucoup de traitements qui se donnent par voie veineuse et qui ne peuvent se donner que par voie veineuse ou par voie sous-cutanée. C'est des traitements qui sont souvent des traitements qui stimulent, enfin des traitements qui sont utilisés dans l'immunothérapie, ou alors des traitements qui permettent de cibler certaines cellules. Aujourd'hui, il y a l'équivalent des génériques qu'on appelle des biosimilaires, donc qui sont moins chers que la molécule de départ et qui permettent, au bout d'un certain temps, grâce à la législation, de baisser le prix du médicament au départ. Donc heureusement que le médicament ne garde pas son même prix toute sa vie, et que grâce à la législation, et puis du fait, si vous voulez, de ce qu'on appelle le passage dans le domaine public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, il y a une cause de propriété intellectuelle qui fait que pendant un certain nombre d'années, le médicament appartient à un laboratoire ou au chercheur qui l'a découvert. Puis après, ça tombe dans le domaine public, ce qui veut dire que n'importe quel laboratoire peut fabriquer ce médicament. Si n'importe quel laboratoire peut fabriquer ce médicament, on peut en faire un générique, et à ce moment-là, ça devient moins cher. Merci. Je trouve que c'est important de parler de ça, parce que c'est franchement la question du soin et de la thérapie et de qui va pouvoir en bénéficier. On va essayer de respecter notre timing. J'aimerais bien qu'on fasse une petite conclusion avant d'échanger avec la salle. Si on se donne rendez-vous dans 5 ans, à vous trois, est-ce que vous pouvez nous dire quel vœu vous aimeriez dans votre domaine de recherche qui se soit réalisé sur ces 5 années à venir? On commence par vous.